il fait la critique de tout le courant. Et je ne sais pas s'il laisse entendre que l'intersubjectivité, ce courant américain, il est proche de la neurobiologie, il se rapproche. Mais en tout cas, il dit qu'il simplifie. Il simplifie parce que c'est aussi sa thèse, c'est que la dépression, il y a une banalisation de la dépression, et une banalisation aussi du traitement de la dépression, et il dirait que ce courant intersubjectiviste, il simplifie aussi le traitement de la dépression. Mais c'est un peu la question que je voulais vous poser précisément en soumettant ce texte, plus que celui de Binswanger, qui est déjà une forme particulière d'appréhender les choses. Mais la question que je voulais vous poser, c'était, vous comme clinicien, en plus travaillant soit avec des adultes, des enfants, etc., est-ce que c'est une notion qui, mis à part dans ce que vous avez décrit, une forme radicale, vous avez pris deux exemples cliniques très clairs, mais est-ce que c'est une notion qui est, comment dire, utile encore? Elle est tellement diluée. Vous disiez tout à l'heure, pour moi, c'est même pas une maladie, c'est un affect qu'on retrouve partout. Et pourtant, si on rajoute l'idée de burn-out, etc., on ne cesse de parler de ça. On est continuellement là-dedans. Même l'OMS, on ne sait pas exactement ce qu'il décrit. Il dit qu'il y a une répartition incroyable. On regarde, c'est des symptômes classiques, mais ça pourrait être même des symptômes, on pourrait dire certaines fois, qu'on peut éprouver existentiellement à certains moments de notre vie, sans pour autant que qu'on soit sur la voie d'une psychopathologisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on n'en a jamais, j'ai l'impression, autant parlé qu'aujourd'hui. Et en même temps, on a l'impression que c'est une étiquette clinique qui est, vous disiez, un signifiant un peu volant qu'on peut prendre ici, qu'on peut mettre là. C'est-à-dire, c'est un affect qu'on peut constater, la présence de cet affect dans plusieurs, et dans différentes... Mais lui, il ne dit pas que c'est un affect en l'occurrence, oui. D'accord. Hein. Ouais. Moi, je dis que c'est un affect. Et on va retrouver cette notion d'affect dans les troubles bipolaires qui sont très fréquents maintenant. Ouais. C'est-à-dire c'est une autre catégorie diagnostique que vous allez trouver partout. Avant c'était borderline, maintenant c'est trouble bipolaire. Et on va retrouver donc la question de la dépression en tant qu'affect là-dedans, dans cette catégorie-là. Donc manie et dépression donc seront présentes là. Alors, il y a aussi une catégorie qui est d'intensité. Oui, c'est bien ça. sûr, d'intensité. C'est-à-dire c'est là que ça le devient... truc de 1 à 10, vous êtes déprimé aujourd'hui de 1 à 10, la douleur, c'est la même chose, la clinique de la douleur de 1 à 10. Donc, il va avoir sa place. L'importance, c'est quelle réponse on peut donner. Et ça, vous devrez faire une cartographie du patient, la réponse au patient. Alors, ça, c'est une chose. La réponse à l'institution qui demande un diagnostic, l'institution qui vous paye, donc les assurances, c'est-à-dire eux, ils demandent un diagnostic. C'est-à-dire on peut tout à fait composer et faire ça de manière phénoménologique. Et pour ça, le DSM est superbe parce que vous allez trouver toutes les possibilités. Donc c'est même mieux qu'il y ait autant de catégories qu'il y a psychose, névrose et perversion. Donc c'est mieux maintenant. Pas pour nous directionner, mais c'est-à-dire pour une réponse donnée à la société qui nous demande. Ça c'est une chose. Mais le traitement, ça va être cartographié avec, c'est-à-dire quelle est la place que vous allez donner à cet affect. Comment il va revenir dans le discours du patient. Avec quel signifiant, justement, avec quel impact qu'il a sur sa vie. Donc, c'est vaste, c'est quelque chose d'important, mais c'est une pièce, si vous voulez. C'est pas la chose la plus importante. Même si des fois le patient met comme chose la plus importante, je pense que le traitement, justement, c'est décoller. Ah, docteur, j'ai une dépression. C'est décoller de ça. C'est-à-dire, oui, mais voilà, et puis le reste, pourquoi, comment, voilà. Mais alors le mélancolique, le problème c'est qu'il reste accroché et qu'il y a très peu de mouvement, donc on essaye de le tirer de ça, et ça pour moi c'est une indication diagnostique de la mélancolie, c'est cet accrochage et cette répétition, et ça donne une fatigue donc, de traiter un mélancolique, parce que c'est très répétitif et très difficile de décoller et de faire bouger les têtes. Il y a un immobilisme. Alors, je pense que ça serait important de distinguer justement l'état et puis le symptôme, lorsque ça devient symptomatique, voire pathologique. C'est la structure, vous voulez dire?
Ça veut symptômes et dire, structures. oui, lorsque ça devient symptomatique, lorsque ça devient handicapant, ça devient... et lorsque ça fait partie de la fonction, si on peut dire, de la personnalité. Ce que Melanie Klein, elle distinguait, par exemple, de positions dépressives et des positions schizoparanoïdes. Et là, on peut parler aussi de la question de la paranoïa comme étant un état dépathologisé et un moment où ça devient pathologique. Là, c'est presque beaucoup plus clair. Mais bon, je dirais que la personnalité, elle aurait essentiellement, si on développe un peu cette question de Melanie Klein, 4 positions élémentaires qui sont manie, dépression, paranoïa et mélancolie. Et ça, on voit dans la clinique chez la plupart des personnes de façon non pathologique. C'est pour ça que lorsque j'ai des psys qui perçoivent un peu un aspect, par exemple, paranoïaque ou paranoïde, chez eux, ils se disent « Est-ce que je suis psychotique ?» Eh bien non, c'est pas parce que il y a cet aspect-là, ou c'est un aspect maniaque, ou un aspect dépressif, ou un aspect mélancolique. Mais la question de la mélancolie, c'est vrai parfois elle est presque plus proche de la paranoïa que de la dépression. Oui. Il y a ces états mixtes qui sont... C'est très proche parce que c'est comme le mauvais objet dedans. Donc c'est ce balancement du mauvais objet dedans. Quand le patient va mieux, le mauvais objet dehors, il devient un peu paranoïaque. Et même lorsque le mauvais objet est dedans, il y a 3 positions. Par exemple, le patient mélancolique me disait « Mais qu'est-ce que j'ai comme maladie ?» Moi, je disais « Vous avez la maladie du reproche. » Et c'est 3 choses. C'est auto-reproche, reproche de l'autre et se sentir reproché par l'autre. Et c'est là que ça ressemble à la paranoïa. Et une des choses qui est très fréquente chez le mélancolique, c'est le regard de l'autre. Il dit « Il m'a regardé ». Et c'est un regard de reproche. Il se sent reproché par le regard de l'autre. Qui est vraiment entre la mélancolie et la paranoïa. Et il y a je pense que c'est... Comment il s'appelle Minkowski, il a parlé de schizophrénie mélancolique. Je peux parler par exemple d'une situation, je pense que c'est lui qui a décrit, d'un patient qui se sentait, chaque fois qu'il y avait une nouvelle dans le journal, que quelqu'un a tué un autre, il se disait, est-ce que c'est moi qui l'a tué? C'est pas? Entre la schizophrénie, entre le sentiment de référence et en même temps de culpabilité. Et puis là, tu touches à quelque chose de très important, c'est que dans la question de la mélancolie, le narcissisme est central. C'est-à-dire, voilà, c'est un délire de référence, donc c'est moi qui a fait la chose. Donc c'est central, c'est le narcissisme primaire. Le narcissisme, il est central dans les 4 positions, oui, dans la manie, la dépression, la paranoïa, la mélancolie. Je mettrais vraiment le narcissisme ou l'autisme, c'est une question encore à distinguer au centre de ces 4 positions.